Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Les débats en première lecture sur le projet de loi justice se sont poursuivis hier dans l'hémicycle, à un rythme moins soutenu toutefois que la semaine dernière. Il faut dire que hier, les sénateurs ont modifié l'échelle des peines prévues par le texte du gouvernement. Dans le projet de Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, une peine inférieure à 1 mois ne peut pas être exécutée. Une peine entre 1 mois et 6 mois doit être obligatoirement aménagée, tandis qu'une peine entre 6 mois et 1 an doit faire l'objet d'un examen automatique en vue d'un aménagement. Une logique qui n'est pas très éloignée de celle qui est déjà appliquée aujourd'hui. Aujourd'hui, une peine de moins de 2 ans fait en effet déjà l'objet de cet examen automatique en vue d'un aménagement avec un rôle crucial pour le juge d'application des peines. Pour le Sénat, au contraire, il faut que ce soit la juridiction de jugement qui ait plus de poids et qui prononce la peine qui sera exécutée. Un véritable changement de paradigme qui nécessite aussi plus de moyens. Voyez donc les débats hier dans l'hémicycle. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 56 rectifié bis, tendant à insérer un article additionnel après l'article 43. Donc, cet amendement est défendu par Madame Jourdain. Merci Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, mes chers collègues. Cet amendement a pour but de créer une peine complémentaire générale d'interdiction du territoire français pour les délits et crimes punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Cette peine sera donc prononcée obligatoirement, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement, comme la loi le permet depuis 2016 pour les délits et crimes terroristes. Oui, l'avis de la Commission, Monsieur Buffet. Oui, Monsieur le Président, c'est un avis favorable à cet amendement. Le Sénat s'est déjà exprimé sur celui-ci à l'occasion du projet de loi voté en octobre 2017 et à l'occasion du texte sur l'asile et l'immigration. Et le Sénat l'avait adopté à 2 reprises, cet amendement. Madame la Ministre, l'avis du Gouvernement. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, c'est un avis défavorable. Je suis défavorable à cet amendement qui prévoit donc le prononcé obligatoire, sauf motivation contraire du juge, de la peine d'interdiction du territoire français pour tout étranger reconnu coupable d'une infraction pour laquelle est encourue une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Le gouvernement souhaite en effet que cette peine obligatoire ne puisse être réservée qu'aux infractions d'une particulière gravité. C'est le cas des infractions terroristes pour lesquelles ce mécanisme est aujourd'hui prévu. Il me semble que votre proposition, la proposition de cet amendement, est disproportionnée compte tenu du champ envisagé pour toutes les infractions pour lesquelles est encourue une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Je vous donne un exemple. Le vol avec effraction d'une motocyclette, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu bris d'une émane, ce vol-là entraînerait application de cette interdiction du territoire. Et il me semble que c'est un peu disproportionné. Cela paraît d'autant moins nécessaire que cette peine est déjà encourue à titre facultatif pour de nombreux délits et qu'il appartient en conséquence au juge de se prononcer en fonction du cas d'espèce. Aucune faiblesse du gouvernement ne peut être relevée en la matière, mais simplement le souhait d'une juste proportionnalité entre la nature de l'infraction et sa gravité d'une part et l'importance des sanctions d'autre part. Je voudrais simplement vous donner une donnée chiffrée récente. Actuellement, il y a 2147 personnes qui sont placées sous main de justice et qui font l'objet d'une interdiction du territoire français. Ces personnes, à la fin de leur peine principale, après avoir purgé leur peine principale, lorsqu'elles sortent de prison, elles sont prises en compte par les autorités préfectorales qui, en lien avec les autorités consulaires et après délivrance d'un laissez-passer consulaire, mettent en œuvre les mesures adaptées, c'est-à-dire notamment les mesures d'éloignement du territoire qui génèrent de plein droit la reconduite à la frontière des détenus qui bénéficient d'une telle interdiction de territoire. D'ailleurs, depuis quelques mois, une coordination étroite a été mise en place avec le ministère de l'Intérieur qui anticipe les sorties de détention des étrangers qui ont une telle interdiction de territoire français, de sorte que les expulsions qui y sont liées puissent être exécutées dans les meilleurs délais. Pour ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.
Merci. Donc sur cet amendement, est-ce qu'il y a des explications de vote? Oui, Monsieur Bigot. Oui, notre groupe ne votera pas cet amendement pour les mêmes motifs que ceux tout à fait bien exposés par Madame la garde des Sceaux. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres explications de vote, je mets cet amendement aux voix avec un avis favorable de la Commission, un avis défavorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention, donc il n'est pas adopté. Il est adopté, pardon, excusez-moi. Qui est contre? Il est adopté. L'amendement suivant, le 58 rectifié bis, toujours Madame Jourda. Oui, merci Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, mes chers collègues. C'est un amendement qui reprend une disposition qui avait déjà été adoptée par le Sénat en janvier 2017, qui était issue de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale. Alors, cet amendement prévoit une modification du principe aujourd'hui s'agissant de la récidive légale, puisqu'actuellement, l'état de récidive légale peut être relevé par la juridiction qui est saisie de la seconde infraction lorsque cet état de récidive est mentionné dans l'acte de poursuite. L'amendement prévoit quant à lui que l'état de récidive légale est relevé par le ministère public, sous réserve du principe d'opportunité des poursuites, bien sûr, dans l'acte de poursuite et au stade du jugement, et est relevé d'office par la juridiction de jugement, sauf en cas de décision spéciale et motivée de cette dernière. Donc l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, c'est un avis favorable. Je rappelle simplement qu'il a déjà été voté à nouveau, cet amendement aussi, en janvier 2017. Et la Commission des lois a estimé qu'il fallait continuer et d'insister en la matière. Madame la Ministre, l'avis du Gouvernement? Eh bien, décidément, c'est un avis défavorable qu'émet le gouvernement sur cet amendement, Madame la sénatrice Jourda. Il nous semble en effet que cet amendement est soit peu utile, soit excessif. Peu utile parce qu'en réalité, pour le procureur de la République, il ne change presque rien au droit existant. Et pour le tribunal correctionnel, je rappelle qu'il peut déjà relever d'office la récidive à l'audience. Et donc, il me semble qu'exiger une décision motivée dans ce cas-là ne fait rien d'autre qu'ajouter une complexité, une complication qui est à la fois inutile et formelle. Je ne crois pas que cela change grand-chose, si ce n'est peut-être introduire une forme de défiance à l'égard des magistrats, dont je ne vous accuse nullement à titre personnel. Je dis simplement qu'on pourrait penser que c'est une forme de défiance à l'égard des magistrats. Je crois qu'il faut faire confiance au tribunal pour apprécier si l'état de récidive est ou non opportun. Avis défavorable. Très bien. Sur cet amendement, il y a des explications de vote. Monsieur Bigot. Merci, Monsieur le Président. Même avis que Madame la garde des Sceaux. Cet amendement n'apporte rien, si ce n'est la volonté d'exprimer une image répressive, respectant relativement peu les droits de la défense et ne faisant pas confiance aux juges, alors qu'il fallait faire. Nous avions déjà exprimé nos désaccords sur ce point dans un texte précédent. Là, je constate que l'on essaie de revenir au même point. Donc, nous voterons contre cet amendement. Pas d'autres explications de vote. Donc, je mets aux voix cet amendement avec un avis favorable de la Commission, un avis défavorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Donc, l'amendement est adopté. Ensuite, deux amendements identiques. Le premier, donc, Madame Jourda, toujours. Merci, Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, mes chers collègues. C'est un amendement qui, une fois encore, reprend une disposition qui avait été adoptée par le Sénat en janvier 2017, issue de cette proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale. Il s'agit d'ouvrir la possibilité pour la juridiction de jugement, par une décision motivée, de faire obstacle à la révocation du sursis, de ne le révoquer que partiellement, ou de limiter les effets de la dispense à un ou plusieurs sursis qui auraient été précédemment accordés. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Ah pardon, l'amendement identique de Monsieur Richard, oui. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues,
Cet amendement rétablit effectivement le principe de la révocation automatique et intégrale du sursis simple, en laissant toutefois la possibilité pour les juridictions d'y faire obstacle par une décision spéciale et motivée. En effet, en rétablissant ainsi le principe de la révocation automatique de ce sursis simple, l'effet dissuasif de la peine joue bien plus à travers sa certitude que sa sévérité. En outre, cet amendement, comme cela a déjà été dit, avait déjà été adopté par le Sénat en janvier 2017, et donc nul doute qu'aujourd'hui, dans sa sagesse, le Sénat va à nouveau l'adopter. Merci. Bien. Oui, l'avis de la commission, donc, Monsieur Buffet. Les explications ont été claires par ceux qui ont présenté les amendements. Avis favorable de la commission. Madame la ministre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, c'est un avis défavorable à nouveau que j'émets au regard de votre amendement. Il me semble que revenir à la révocation automatique du sursis qui existait avant 2014 n'est pas souhaitable, car cela porte une atteinte excessive au principe d'individualisation des peines. Les dispositions de la loi de 2014 prévoient une révocation uniquement en cas de décision de la juridiction. Elle s'applique depuis maintenant presque 4 ans de manière satisfaisante. Il n'existe donc aucune raison, si ce n'est peut-être idéologique, de revenir à un état du droit antérieur. Il me semble en effet que cet état du droit antérieur était source de difficultés. La révocation était alors automatique, sauf dispense de révocation accordée par le tribunal. Ce dernier n'était cependant pas toujours en mesure de décider d'une telle dispense. Par exemple, lorsque le précédent sursis était trop récent et ne figurait donc ni au casier de l'intéressé, ni au dossier du tribunal. La révocation intervenait alors du fait d'une mauvaise information du tribunal. Enfin, même si ces sursis figuraient au casier, le prévenu omettait souvent de demander de telles dispenses de révocation. Cela entraînait donc la mise à exécution automatique des précédents sursis, souvent des petites peines de 1 ou 2 mois, donnant lieu parfois à des incarcérations peu justifiées dans une optique de lutte contre la récidive. Cela multipliait par ailleurs, après le prononcé de la condamnation, les contentieux en matière d'exécution de la peine. Et de la sorte, évidemment, cela encombrait les juridictions. En effet, les condamnés dont les sursis avaient été automatiquement révoqués pouvaient après coup saisir à nouveau le tribunal pour demander des dispenses de révocation. La réforme de 2014 a supprimé ces inconvénients et elle a en même temps renforcé la cohérence de notre droit. La révocation du sursis simple exige une décision spéciale de la juridiction qui prononce une nouvelle peine. Cette règle est actuellement la même que pour la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, ce qui est donc cohérent. Et il me semble qu'en rétablissant un mécanisme automatique de révocation supprimé en 2014, votre amendement s'inscrit à rebours de l'évolution générale du droit de la peine qui, depuis une vingtaine d'années, et notamment depuis l'entrée en vigueur en mars 1994 du nouveau code pénal, tend à renforcer progressivement le principe de l'individualisation des peines et à supprimer, sauf dans certains cas bien précis, les peines automatiques. Voilà la raison essentielle pour laquelle je m'oppose à vos amendements. Merci. Monsieur Philippe Bas, président de la commission des lois. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous avons un désaccord. Sur cet amendement, comme sur les précédents, vous rappelez le principe de l'individualisation des peines. Mais je suis également favorable au respect de ce principe. Simplement, vous dites qu'il y est porté une atteinte disproportionnée, excessive. Je ne le crois pas, car le juge garde toujours la possibilité, à condition de motiver sa décision, de ne pas appliquer l'automaticité de la levée du sursis. Par conséquent, les pouvoirs du juge, mes chers collègues, sont intégralement préservés, mais le principe, c'est effectivement qu'il doit appliquer le texte que nous adoptons, à charge pour lui de prendre une mesure différente, mais de la motiver à ce moment-là. Donc je crois qu'il faut éviter de laisser croire que nous porterions une atteinte disproportionnée au principe de l'individualisation des peines. Nous aménageons le principe de l'individualisation des peines en donnant une directive au juge par la loi, mais c'est bien notre rôle.
il n'a pas toute liberté dans le prononcé des peines. Nous lui demandons simplement de se justifier s'il va dans le sens contraire à la volonté que nous exprimons. Merci. Donc, explication de vote, Monsieur Bachere. Merci, Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, mes chers collègues. Évidemment, je vais voter cet amendement. Évidemment, parce qu'il s'agit bien de récidivistes dont on parle. Et c'est ceux-là qui ennuient, qui pourrissent la vie de nos concitoyens. Moi, je crois beaucoup à la vertu pédagogique de passer devant un juge, d'être jugé une première fois, et ça doit déclencher effectivement tout un processus qui n'amène pas à la récidive. Mais les multirécidivistes, les récidivistes, c'est bien pour cela qu'on fait un sursis. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Autant ne rien prononcer. Ça n'a pas de sens. Donc, essayons aussi que notre droit ait un sens pour les victimes, pour les Français qui en ont marre de subir l'injustice de quelques cas qui ennuient toute la France. Merci. Monsieur Laménie. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Quelques mots d'explication concernant ces deux amendements, Monsieur Retailleau et Monsieur Reichardt. Si je prends l'objet de l'amendement de Monsieur Reichardt qui vise à faire évoluer le code pénal, c'est bien. Quand on voit les chiffres quand même qui nous interpellent, 40% des peines qui sont devenues fictives, je crois qu'il faut vraiment se poser. Je peux comprendre votre réponse, Madame la Ministre. Et jeudi soir, vous m'aviez répondu que j'étais intervenu sur malheureusement les casseurs dans les écoles, dans les établissements scolaires, on en avait parlé, les dégradations qui sont faites. Je crois que toute la population maintenant est vraiment un sentiment profond de lassitude, de révolte par rapport, je dirais, à tout ce qu'on peut voir. Il y a quelques minutes, les collègues du département de la Seine-Saint-Denis qui se sont exprimés, on peut le prendre aussi pour tous les départements, dans tous nos départements, pour, je dirais, tous les actes gratuits qui sont faits. Je vais prendre encore mon département des Ardennes. À Charleville-Mézières, il y a quelques jours, est inauguré une salle des associations, un investissement de 400 000 € de travaux. Le lendemain ou le surlendemain, dans un quartier, tout était dévasté, dévalisé. Le lendemain ou le surlendemain, dans un quartier. Il y a partout, malheureusement, des quartiers sensibles, des quartiers difficiles, et les policiers font de leur mieux, les gendarmes, pour la partie rurale, font de leur mieux. Après, la justice, nous respectons, mais je crois qu'il y a un sentiment profond de lassitude. Donc c'est pourquoi je m'associerai aussi à ces amendements. Merci. Monsieur Reichardt. Oui, Monsieur le Président, simplement pour dire que, à mon sens, la révocation d'un sursis est la condition de l'existence de ce sursis. Si la personne qui a été condamnée à du sursis simple sait qu'il ne sera pas fait état ultérieurement de cette condamnation, à quoi sert cette peine, à quoi sert cette condamnation? Je pense que, dans un souci de cohérence, et parce que, comme vient de le dire Marc Laménie, 40% des peines sont fictives, ne sont pas exécutées pour cette raison. Il importe que on prononce cette révocation avec, comme l'a dit tout à l'heure le président de la commission des lois, la possibilité pour le juge d'y déroger. Bien, je vous remercie. Merci. Monsieur Bigot, explication de vote. Oui, nous voterons, comme nous l'avons fait en janvier 2017, contre cet amendement. Mais en janvier 2017, la commission des lois n'avait pas travaillé comme elle a travaillé cette fois-ci, avec notamment l'idée de l'approbation. Nous sommes tous convaincus, je pense, qu'il faut lutter contre la récidive et que malheureusement, on constate que dans nos maisons d'arrêt, dans nos centres de détention,
nous avons des gens qui reviennent. Ce qui veut dire que le système ne fonctionne pas. Et lorsque l'on rencontre les magistrats, ils souhaiteraient effectivement que l'on les aide à trouver la voie qui permette d'éviter la récidive. Ça ne s'arrête pas simplement au passage devant le tribunal et aux condamnations. En outre, vous oubliez par cet amendement qu'une peine assortie du sursis, en dehors de l'hypothèse de l'approbation, on supprime d'ailleurs dans le projet que nos rapporteurs proposent, le sursis avec mise à l'épreuve. Et donc on peut avoir le cas où quelqu'un aura été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et reviendra devant la juridiction pour un tout autre délit, une toute autre infraction. Ça peut arriver, y compris pour des chefs d'entreprise dans le domaine économique. Et pour quel motif voulez-vous que le tribunal soit obligé spécialement de motiver? Soit parce que vous ne faites pas confiance aux juridictions, soit parce que vous ignorez même le travail qui a été fait sur ce texte de loi qui est très différent de celui de janvier 2017. Mais je comprends bien qu'il y a des affichages politiques de la part de certains et de montrer que vous n'êtes pas laxiste, que vous êtes répressif et que c'est le chemin de la répression qui réussira à coup sûr à éviter la récidive. On a vu que c'était souvent le contraire. Nous voterons contre ces amendements. Merci. Pas d'autres. Madame la ministre, oui. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais faire quelques observations en réponse à ce qui a été dit par Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs. D'abord, je pars du principe tout de même que l'automaticité, contrairement à ce que disait le président Bas, je crois pour ma part que l'automaticité nuit à l'individualisation. Et je pense que l'individualisation de la peine, c'est vraiment un des principes constitutionnels qui doit nous guider. Deuxièmement, je vous rappelle que le juge peut toujours révoquer ces mesures. Il a toujours cette possibilité. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi on imposerait cette automaticité. Troisième observation, la loi de 2014 sur laquelle donc on reviendrait ne s'est pas traduite par plus de laxisme sur la révocation des sursis. Au contraire, nous n'aurions pas 70 000 détenus si nous avions plus de laxisme. Il faut être réaliste. Et je ferai observer à monsieur le sénateur qui évoquait le chiffre de 40% de peines fictives. Je ne sais pas personnellement d'où sort ce chiffre de 40%, et précisément tout l'objet du projet de loi, c'est de faire qu'une peine prononcée soit une peine exécutée. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure, monsieur le sénateur. Enfin, je dirais qu'il faut éviter les automatismes parce que je crois que ceux-ci peuvent avoir des effets néfastes en conduisant à une forme d'incarcération à l'aveugle de personnes pour lesquelles on pourrait trouver d'autres solutions qui soient mieux adaptées à la nature de leurs infractions. Et enfin, je vous ferai observer que dans mon projet de loi, je propose l'abaissement du 723-15. Actuellement, c'est un seuil qui est à 2 ans. Je le baisse à 1 an. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et il me semble que ajouter la proposition que vous faites de révocation automatique des sursis à l'abaissement du seuil du 723-15 conduirait réellement à une inflation carcérale, ce à quoi je m'oppose parce qu'il me semble que ce seraient 2 effets qui sont néfastes. Je rappelle juste ici, pour terminer, que ma ligne, c'est 1, l'individualisation, 2, la remise au cœur du système du juge et de sa capacité à décider. C'est sur cela que je veux insister et c'est donc ce qui me conduit à émettre un avis défavorable à vos amendements. Très bien, pas d'autres explications de vote, donc je vais mettre aux voix ces 2 amendements identiques avec un avis favorable de la Commission, avis défavorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Donc ces amendements sont adoptés. L'amendement 119 rectifié bis, Monsieur Leroy. Oui, Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, Monsieur le Président et rapporteur de la Commission des lois. Cet amendement vise à ouvrir en droit français la révision in défavorem, c'est-à-dire au détriment d'une personne qui aurait, au bénéfice manifeste d'une erreur judiciaire, été relaxée ou acquittée à tort, alors qu'en l'état actuel de notre droit, la révision d'une décision pénale définitive ne peut être demandée qu'au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime
ou d'un délit. C'est la révision in favorem. L'affaire Aderer a pu mettre en lumière cette lacune de notre législation. Des années après le meurtre de Nelly Aderer, des traces d'ADN identifiées sur le pantalon de la victime ont mis en cause un homme qui ne pouvait plus être judiciairement inquiété. En effet, Jacques Maire a été condamné à 2 reprises par la Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, mais a été définitivement acquitté en octobre 2008 par la Cour d'assises de la Moselle. Cette situation a profondément choqué l'opinion publique à une époque où les progrès techniques et scientifiques ouvrent de nouvelles perspectives en matière de manifestation de la vérité. Notre droit doit désormais permettre de revenir sur une décision d'acquittement ou de relax lorsque la survenance d'un fait nouveau ou la découverte d'un élément inconnu entache d'erreurs manifestes la décision rendue. L'erreur judiciaire est inacceptable et contraire à nos principes et à notre conception de la justice, qu'elle concerne l'innocent en prison ou le coupable en liberté. Dans ces 2 hypothèses, la vérité judiciaire doit être révisée lorsqu'il existe un doute sur son bien-fondé. Plusieurs pays européens l'ont fait, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Cet amendement vise donc à introduire dans notre législation la révision in favorem. Oui, monsieur le rapporteur, donc l'avis de la commission. Oui, Monsieur le Président, à la révision in favorem, la commission des lois a opposé le principe non bis in idem, car l'amendement qui est proposé vise à réouvrir des poursuites contre des personnes définitivement acquittées, semble contraire évidemment au principe de la jurisprudence constitutionnelle. De surcroît, le principe que je viens d'évoquer de jamais condamné 2 fois pour la même chose, non bis in idem, garantit tant par la jurisprudence constitutionnelle que conventionnelle, garantit le droit à ne pas être jugé ou puni 2 fois. En cas d'acquittement définitif, il n'est donc pas possible de réouvrir les poursuites. Cette position et ces principes ont été rappelés à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, mais également par la Cour européenne des droits de l'homme. Les choses sont claires. En tout état de cause, l'amendement ne prévoit ni un encadrement suffisant, ni des garanties de nature à assurer la constitutionnalité de celui-ci. Je rappelle donc que c'est un avis défavorable de la Commission des lois. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Même avis défavorable. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a Monsieur Leroy? Oui, effectivement, je comprends l'argument du rapporteur. C'est tout à fait logique, c'est dans le cadre du droit, mais c'est vrai que de nombreux pays européens ont évolué sur le sujet. Nous restons figés. Il est vrai que là, ce n'est pas constitutionnel, mais enfin, puisque on n'est pas entendu, je retire mon amendement. Donc, est retiré. C'est l'article 48, supprimer 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 243, Monsieur Swahili. Non. Oui. Merci, Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, mes chers collègues. L'article 48 qui a été supprimé fixait les modalités d'organisation de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique instituée à l'article 43. Par coordination avec l'amendement que nous avons défendu à cet article 43, cet amendement vise à incorporer dans le Code de procédure pénale le régime de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique. Dans la lignée de nos précédentes interventions, nous défendons le principe de l'autonomisation de cette peine dont l'application favorisera les possibilités de réinsertion, tendra à endiguer le phénomène endémique de la surpopulation carcérale, luttera contre les cas de récidive et diminuera l'incidence budgétaire de notre politique pénale. Donc, que des avantages. C'est pour ça que je vous invite à voter cet amendement. Madame la ministre, pour le 196 du gouvernement. Eh bien, Monsieur le Président, je vais vous proposer de retirer mon amendement au profit de celui déposé par Monsieur le député Swahili, pardon, le sénateur Swahili. Très bien. Alors, Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? Monsieur le Président, l'avis est défavorable à l'amendement de notre collègue, puisqu'on s'est déjà expliqué tout à l'heure sur la nature du DDSE, pardon, je vais y arriver, et sur ce que nous souhaitions, c'est-à-dire qu'en réalité, le DDSE, contrairement à ce qu'on imagine, n'est pas une peine autonome, puisque le non-respect entraîne immédiatement le placement en détention. Nous ne sommes pas favorables à ça. Nous préférons le dispositif qu'ils ont proposé par la Commission, en conséquence de quoi, avis défavorable. Pas de demande d'explication. Monsieur Swahili, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, c'est suffisamment rare pour que cela soit souligné que le gouvernement retire un amendement au profit d'un autre.
Et ce n'est pas par complaisance pour connaître Madame la garde des Sceaux, mais parce qu'elle estime que cet amendement est parfaitement fondé. Et pour les motifs que j'ai soulignés tout à l'heure, je vous invite encore une fois, chers collègues, à voter cet amendement. Alors, je vais le mettre aux voix. Un avis défavorable de la Commission, favorable du Gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Voilà pour les débats autour de la peine qui se sont déroulés hier dans l'hémicycle. Place à présent aux discussions des sénateurs autour de la construction de places de prison. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, avait promis la construction de 15 000 places de prison à la fin du quinquennat. Or, le projet de loi du gouvernement n'en prévoit finalement que 7 000 d'ici la fin du quinquennat, les 8 000 restantes n'étant prévues que pour le mandat suivant. Le Sénat reproche à la garde des Sceaux de n'avoir que trop tardé sur ce sujet. À gauche, certains rappellent même que Jean-Jacques Urvoas, son prédécesseur, avait commencé à déterminer les territoires où pouvaient être construites de nouvelles prisons. Hier, de nombreux élus se sont d'ailleurs exprimés sur leur propre territoire. Regardez. À l'article 51, je suis tout d'abord saisi de 3 demandes de parole et nous commençons par M. Robert Lofaoulou. Pas du tout. Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, chers collègues, à Wallis-et-Futuna, la question pénitentiaire soulève 2 problèmes majeurs. Le premier concerne les 5 gardes territoriaux qui sont surveillants de la maison d'arrêt et devraient relever de l'administration pénitentiaire et donc de vos services. Du fait de la loi Sauvadet et des négociations menées avec l'État, ces 5 surveillants sont amenés à intégrer le personnel de l'administration pénitentiaire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Madame la garde des Sceaux, me confirmer le calendrier prévu pour leur intégration? L'autre point concerne la maison d'arrêt elle-même, qui est actuellement située dans l'enceinte de la brigade de gendarmerie et donc administrée par la garde territoriale sous la responsabilité des gendarmes. Cette situation, qui ne devait être que provisoire, perdure depuis plus de 50 ans et ne répond pas aux standards de détention actuels, puisqu'elle ne permet ni la séparation des femmes et des mineurs, ni celle des prévenus et des condamnés. Un projet de construction d'un nouvel établissement avait été annoncé courant 2016 par la Chancellerie. À ce jour, le dossier semble bloqué par vos services. Or, Madame la Ministre, ce dossier revêt une importance particulière, d'autant que pour les peines d'emprisonnement supérieures à 2 ans, les condamnés sont transférés à la maison d'arrêt du camp Est en Nouvelle-Calédonie, à plus de 2000 km, excluant ainsi toute possibilité de visite des familles. Et je ne reviens pas non plus sur la situation calédonienne que chacun connaît, avec toutes les interrogations que cela suscite. Pouvez-vous donc, Madame la garde des Sceaux, me dire ce qu'il en est du projet de construction du nouvel établissement pénitentiaire à Wallis-et-Futuna? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Alain Marc. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous allons examiner l'article 51 de ce projet de loi qui, dans sa version initiale avant le passage en commission, prévoyait diverses mesures extrêmement dérogatoires pour accélérer les opérations d'extension et de construction des établissements pénitentiaires. Expropriation d'extrême urgence, enquête publique dématérialisée, etc. Madame la Ministre, vous justifiez ces mesures par la nécessité de construire 7 000 places d'ici 2022. Mais en novembre 2016, l'ancien garde des Sceaux, M. Jean-Jacques Urvoas, avait déjà identifié des terrains et élaboré un plan de 15 000 places, principalement concentré sur les maisons d'arrêt et les quartiers de préparation à la sortie. Je souhaiterais savoir ce qui a été réellement prévu pour la construction de ces 15 000 places. Pourquoi la liste des implantations retenues pour le plan 15 000 n'a-t-elle toujours pas été communiquée aux parlementaires? Beaucoup de temps a été perdu qui ne peut être aujourd'hui compensé par des mesures extrêmement dérogatoires et préjudiciables pour les riverains de ces établissements.
Vous avez besoin de ces mesures pour accélérer les opérations de rénovation et d'extension des établissements pénitentiaires existants. Je souhaite savoir pourquoi ne pas avoir commencé par Fresnes. Le tribunal administratif de Melun a ordonné en juillet 2018 des travaux pour l'établissement de Fresnes. Le tribunal a notamment exigé un système d'évacuation d'eau, la dératisation des lieux pour cet établissement vétuste qui se trouve dans un état épouvantable. Quelle suite a été donnée par votre ministère à cette injonction? Peut-être, avant de promettre des places de prison dont la programmation est aléatoire, ne faudrait-il commencer par appliquer les décisions de justice et rénover les établissements qui l'exigent? De plus, vous savez très bien que chaque année, les dotations accordées en loi de finances pour la maintenance des établissements pénitentiaires sont insuffisantes. Les crédits dédiés à la maintenance des établissements sont régulièrement annulés en exécution. Entre 2012 et 2016, plus de 157 millions d'euros de crédits liés à la maintenance des établissements pénitentiaires ont en réalité contribué à l'effort de redressement des comptes publics. Bien évidemment, nous vous en faisons crédit, c'était un autre gouvernement. Mais par contre, les conséquences, c'est que le sous-investissement massif et durable pour l'entretien du parc immobilier de l'administration pénitentiaire entraîne une dégradation précoce des établissements existants et augmente les coûts des rénovations futures. En 2017, 35,7% des cellules du parc immobilier carcéral sont considérées comme vétustes. Merci. Hein? Merci. La parole est à Monsieur Michel Raison. Je n'ai pas pu finir. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Vous voyez que dans certains secteurs du territoire, la construction d'un établissement pénitentiaire peut poser des problèmes avec la population. A contrario, dans d'autres secteurs, et c'est le cas du département de la Haute-Saône, où le gouvernement précédent a décidé de façon brutale de fermer une maison d'arrêt à Lure, dans un secteur rural retiré. En contrepartie, le gouvernement de l'époque a décidé de construire une nouvelle maison d'arrêt plus vaste. Le président de la République de l'époque, François Hollande, a fait un conseil, lors d'un conseil d'aménagement du territoire décentralisé à Vesoul, a formellement promis la construction de cet établissement pénitentiaire. Depuis un certain nombre de semaines, votre ministère et vous-même tergiversez pour donner les réponses. On les a eues plus par voie de presse que par la voix du ministère lui-même. Mais nous venons d'apprendre ce matin que cette décision de construction d'établissements pénitentiaires n'avait plus lieu. J'ai deux reproches à faire à vous, Madame la Ministre, à votre gouvernement et au Président de la République. Parce que lorsqu'un Président de la République fait une promesse, une seule promesse, lors d'un conseil des ministres décentralisé dans un chef-lieu de canton d'un département rural, elle doit être tenue. D'autant que c'était le 14 septembre 2015 et qu'à l'époque, le ministre qui est devenu président ensuite, M. Emmanuel Macron, était ministre du gouvernement. Donc la promesse était double. Il est doublement engagé par cette promesse. Je vous fais part ce soir de la colère très forte de tous les élus de ce département, tous bords confondus, parce que tout le monde était d'accord. Et le gouvernement a financé une étude technique, parce que la communauté de communes met à disposition un terrain gratuit. L'étude technique est favorable. Elle a donné des résultats positifs pour la faisabilité de cet établissement et on apprend aujourd'hui que l'établissement ne se fera pas. Donc le deuxième reproche, c'est que votre département est complètement zéro et nul en matière d'aménagement du territoire et c'est catastrophique. Un ministre de l'aménagement du territoire, il n'a pas besoin de budget, il devrait surveiller si tous les projets se répartissent bien de façon équilibrée sur le territoire. Et là, à nouveau, ça n'est pas le cas. C'est la technocratie qui l'a emporté sur la puissance politique de l'aménagement du territoire. Et c'est une déception très forte pour le département de la Haute-Saône, mais aussi pour le pays. Merci, cher collègue. Madame la ministre? Non, on peut. Madame la ministre, je vous en prie. Oui, bien sûr, Monsieur le Président, je souhaite répondre aux trois interpellations, même si elles sont évidemment liées à la loi, mais portent sur des situations particulières. À Monsieur le sénateur de Wallis et Futuna, je
répondrai très brièvement sur les 2 points qui ont été évoqués. Sur le premier, à propos de l'intégration dans la fonction publique via le dispositif Sauvadet, compte tenu des informations qui nous ont été transmises par le préfet de Wallis et Futuna, 5 agents sur 6 aujourd'hui répondent aux conditions légales pour passer le concours Sauvadet. Des courriers d'information ont été adressés à ces 5 agents en septembre dernier via les services du préfet afin qu'ils puissent se positionner sur l'intérêt pour eux de passer ces concours et de bénéficier de ce dispositif. Ils ont tous confirmé leur choix d'intégrer le corps d'encadrement et d'application, c'est-à-dire le corps des surveillants. Un arrêté du 8 octobre dernier a autorisé l'ouverture d'un examen professionnalisé pour ce recrutement. La date limite du retrait des dossiers de candidature est fixée au 8 novembre prochain. L'épreuve orale d'admission débutera le 15 janvier prochain. 5 postes seront ouverts à ce concours. J'espère que de ce point de vue-là, monsieur le sénateur, vous trouverez la réponse que vous attendez. Vous m'interrogez également sur la construction d'un établissement pénitentiaire à Wallis et Futuna. 2 sites ont été identifiés, l'un sur le site de Vailepo et l'autre sur le mont Lulu, ou Lulu, je ne sais pas comment on le prononce. Lors d'une mission qui a eu lieu sur place, le préfet de Wallis et Futuna et le roi de Wallis ont fait part de leur accord sur la construction d'un établissement sur le premier site. Ce dernier est situé à 10 minutes de la gendarmerie et du dispensaire. Donc, la préfecture a confirmé au courant du mois de septembre dernier l'accord des autorités coutumières pour mettre à notre disposition le terrain. Et donc, il est prévu de construire un établissement de plain-pied de 10 places qui comprendra une cellule pour des femmes, une cellule pour des mineurs et 8 cellules hommes. Une dotation de 6 millions d'euros, un peu plus, est inscrite dans le budget quinquennal à ce titre et la direction de l'aviation civile de Nouvelle-Calédonie a accepté d'assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opération dont la livraison est prévue en 2021. Voilà, monsieur le sénateur, ce que je pouvais vous dire sur ces 2 points. À monsieur le sénateur Marc, qui évoquer le programme pénitentiaire. Je vous confirme, monsieur le sénateur, que ce n'est pas 7 000 places, mais bien 15 000 que nous entreprenons. Comme vous le savez, il faut du temps pour livrer des constructions pénitentiaires. Je m'engage donc à ce que 7 000 nouvelles places, 7 000 places de plus que ce que j'ai trouvé en arrivant, qui représentait à peu près 60 000 places de prison. Je m'engage à ce que 7 000 places supplémentaires soient livrées en 2022 et que 8 000 places soient commencées d'ici 2022. Nous sommes aujourd'hui en train d'affiner, on a à peu près trouvé l'ensemble des terrains pour les prisons qui seront livrées après 2022, mais commencées avant 2022. Je m'engage à cela. Un budget d'1,7 milliard est consacré à la construction de ces établissements pénitentiaires. Donc nous avons les projets, nous avons les financements. Je publierai demain la carte de ces implantations pénitentiaires et je me rendrai d'ailleurs dans l'une des prisons pour l'inaugurer, car cela constitue des prisons supplémentaires. Vous me dites que vous craignez, en tout cas, monsieur le sénateur, qu'il n'y ait pas les crédits nécessaires à la rénovation des établissements pénitentiaires. C'est vrai, c'est un point délicat. Je ne vous le cache pas, nous avons des crédits, mais nous avons aussi des établissements pénitentiaires qui sont, pour un grand nombre d'entre eux, très anciens. Et il faut évidemment beaucoup d'argent pour rénover ces établissements pénitentiaires. Toutefois, au moment où je suis arrivée, 80 millions d'euros par an étaient consacrés à la rénovation des établissements pénitentiaires. Le budget 2019 prévoit 100 millions d'euros et lorsque nous serons à la fin du quinquennat, ce seront 110 millions d'euros par an qui seront consacrés à ces rénovations. C'est donc un engagement très fort que je prends, mais qui suppose évidemment une programmation dans la rénovation des établissements pénitentiaires. Donc nous sommes bien engagés sur un programme immobilier qui comprend des constructions nouvelles, des rénovations, de la mise en sécurité sur tous les établissements.
Enfin, je voudrais répondre à Monsieur le sénateur, dont je comprends absolument la déception sur la construction d'un établissement pénitentiaire à Lure. Des promesses ont effectivement été faites. J'en ai absolument conscience et je trouve, comme vous, que la parole de l'État doit avoir du prix. Je vous ferai observer, Monsieur le sénateur, que mon antéprédécesseur, Jean-Jacques Urvoas, n'avait pas souhaité donner suite à la construction de cet établissement qui avait été envisagé sur votre territoire. J'ai moi-même pris la décision difficile de renoncer à la construction d'un établissement pénitentiaire sur votre site. Pour quelle raison? Si j'ai pris cette décision, c'est parce que, et nous venons d'en discuter, nous avons mis en place une nouvelle politique des peines. Cette nouvelle politique des peines, nous l'avons construite et nous savons qu'elle aura un impact sur le nombre de détentions et notamment de courtes détentions. Nous pensons que ce seront 8000 places de prison qui seront en moins, en réalité 8000 détentions en moins par an. Lorsque nous faisons les projections de population pénale, Monsieur le sénateur, lorsque nous faisons des projections de population pénale, il est des territoires sur lesquels nous avons besoin réellement d'établissements pénitentiaires. C'est le cas en région parisienne, c'est le cas dans le Grand Ouest, c'est le cas dans le Sud-Ouest, c'est le cas dans certains endroits. Nous avons besoin d'établissements pénitentiaires et nous en construisons. Il est des lieux où la projection pénale, la projection de la population pénale ne laisse pas apparaître un besoin d'établissement pénitentiaire. Et donc, il est très difficile pour moi d'envisager de construire un établissement là où nous estimons que nous n'avons pas un véritable besoin. C'est ce qui m'a poussé à prendre la décision extrêmement difficile, j'en conviens avec vous, de renoncer à la construction de cet établissement. Voilà ce que je souhaitais vous dire, Monsieur le sénateur, sur ce sujet. Nous en venons à l'examen. Pardon, Monsieur le Président de la Commission, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux et chers collègues. Ce débat sur la politique pénitentiaire est indispensable. Nous l'avons eu déjà en partie pendant la discussion générale. Il ne peut pas se résumer à un chiffre, mais le chiffre est important. Et je sais lire. J'ai lu le programme du candidat Emmanuel Macron qui s'est engagé à la construction de 15 000 places de prison sur le quinquennat. C'est l'expression exacte utilisée dans le programme. Je vous l'ai lu, je l'avais sous les yeux. Eh bien, je vais vous le relire, mais je l'ai fait en début de discussion. 15 000 places, la construction de 15 000 places de prison sur le quinquennat. Mais je ne dis pas que le président de la République n'a pas le droit de changer d'avis. Je sais que les programmes électoraux ont quelque chose de relatif. J'ai vu dans le passé d'autres présidents confrontés à la réalité des difficultés du pays devoir renoncer à certaines de leurs propositions. Ce qui me déplaît, c'est de ne pas assumer un changement aussi important pour la politique pénitentiaire de notre pays. Je dois dire que la discussion aurait pu être abordée plus facilement si cet engagement n'avait pas été pris, mais il l'a été, et chacun peut le constater. Le deuxième élément, et il pourrait venir en contrepoint de ce que je viens d'énoncer, c'est, je le disais tout à l'heure, que le nombre de places ne peut pas à lui seul résumer une politique pénitentiaire, j'en conviens volontiers. Et je souscris pleinement à ce qui est au cœur de votre politique, c'est-à-dire la diversification des peines. Je crois que cette diversification des peines est nécessaire, car la sécurité de nos concitoyens ne repose pas uniquement sur l'enfermement des délinquants et des criminels pendant la durée la plus longue possible. Car quand on est dans cette disposition d'esprit, on méconnaît une autre réalité qui est que les détenus finissent toujours par sortir de prison. Et si la politique pénitentiaire ne les prépare pas à leur sortie de prison, si elle ne comporte pas dans le déroulement de l'exécution de la peine une diversification des modes d'exécution de celle-ci, alors nous ne remplissons pas nos devoirs
vis-à-vis de nos concitoyens, parce que nous libérons une partie d'anciens détenus qui se sont endurcis et retombent immédiatement dans la délinquance au moment où ils sont libérés. C'est d'ailleurs une des grandes faiblesses du système pénitentiaire dont vous avez hérité, vous êtes là seulement depuis un an, que d'avoir un dispositif qui repose strictement sur l'enfermement et qui n'a pas suffisamment su développer au fil des décennies à la fois le travail en prison et la diversification des modes d'exécution de la peine. Je veux bien admettre que sur un programme de 15 000 places de prison, c'est-à-dire celui sur lequel le candidat Emmanuel Macron s'était engagé, on puisse considérer qu'il y a un certain nombre de places qui ne correspondent pas à la vision traditionnelle que nous pouvons avoir de la prison. Je veux bien admettre qu'on puisse créer des établissements qui ne soient pas des établissements entourés de murs d'enceinte parce qu'ils vont accueillir des détenus qui ne vont pas chercher à s'évader, qui auront en tout cas une faible propension à s'évader. Je veux bien admettre que ces établissements coûteront moins cher et qu'ils seront construits plus rapidement que d'autres. J'aurais bien accepté un programme de 15 000 places dans lequel on aurait décrit des places dans les structures pénitentiaires qui auraient été des places allégées. Nous aurions pu ouvrir un champ de discussion là-dessus. Et quand vous nous parlez des 7 000 places de prison au lieu des 15 000 que vous vous proposez d'achever pour 2022, vous ne nous dites pas quelle est la nature de ces places, leur ventilation entre les catégories d'établissements. Je suis très impatient que vous puissiez annoncer tout ceci. Vous n'avez pas voulu en réserver la primeur au Parlement, c'est votre décision, mais il eût été agréable au Sénat, dans le cadre de ces débats, que vous puissiez lui dévoiler vos intentions, puisque vous êtes prête à le faire. Vous venez de nous annoncer que vous le feriez dans une autre enceinte demain, après ou après-demain, après nos débats. Libre à vous de préférer cette enceinte au Parlement de la République. Mais en tous les cas, il nous paraît absolument essentiel, au moment où nous devons nous prononcer sur votre programme, d'en savoir un peu plus long sur ce que vous voulez faire que le simple chiffre de 7 000 places auquel vous avez ramené les engagements du président de la République. Et puis, il y a un dernier point. Vous nous dites, c'est long de construire une prison. Ben, nous le savons, c'est très long de construire une prison. Alors, si vous voulez construire ces 7 000 places, alors que rien n'a été entrepris depuis le mois de mai 2017 pour la construction de nouvelles places de prison, si vous voulez construire ces 7 000 places en 3 ans, alors que vous nous avez dit en audition que le temps de construction d'une prison était de 4 ou 5 ans, nous l'estimons parfois d'ailleurs même à 6 ans, je vois mal comment même ces 7 000 places, si vous ne mobilisez pas des moyens extraordinaires et si vous ne construisez pas des établissements pénitentiaires allégés par rapport aux prisons que nous connaissons parce que nous les visitons, alors vous n'y parviendrez pas non plus. Alors je veux vous poser la question, comment comptez-vous faire pour réaliser ce programme réduit à 7 000 places d'ici 2022? Vous avez pris un engagement avec beaucoup de force. Moi, je ne voudrais pas qu'après avoir renoncé aux 15 000 places, on en vienne en 2022 à constater que seules 3 000 places auront été ouvertes. Je rappelle que nos prisons sont actuellement occupées par près de 70 000 détenus, alors qu'il y a un peu moins de 60 000 places disponibles, ce qui fait que les conditions de détention sont parfois extrêmement tendues, ce qui explique d'ailleurs le mouvement social des surveillants de prison en ce début d'année 2018. Et ce mouvement social peut se reproduire si des mesures ne sont pas prises qui donnent espoir à tous nos personnels qui se dévouent pour prendre en charge les détenus des prisons françaises. Madame la ministre. Monsieur le Président, je me permets de vous répondre à la fois sur la forme et sur le fond, puisque vous avez eu l'amabilité de me présenter quelques observations. Sur la forme, je vais effectivement présenter la carte des implantations pénitentiaires dans 48 heures à l'occasion de l'inauguration de 2 établissements pénitentiaires dans le sud-est de la France.
Cette carte, Monsieur le Président, j'ai eu la courtoisie d'en informer l'ensemble des élus concernés, là où je projetais de construire des établissements, là également où j'avais renoncé à implanter des établissements qui avaient été précédemment annoncés. Et j'ai donc eu, soit personnellement, au téléphone, les élus concernés, soit ces élus ont été reçus par mon cabinet, comme c'était le cas ce matin pour monsieur le sénateur de Lure. Nous avons donc eu l'attention absolument normale que nous devons aux élus de la République. Et, Monsieur le Président, je puis vous assurer que j'ai suffisamment d'attention et de respect pour les élus du Parlement et les élus de la République en général, pour avoir conscience de la nécessité de les avertir d'une décision publique qui frappe leur territoire avant de rendre cette décision publique. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai pris le soin de les appeler personnellement. Vous évoquez ensuite, Monsieur le Président, à nouveau, vous revenez sur le totem que vous avez décidé de déployer sur la construction des 15 000 places de prison. Je ne ferai pas l'exégèse des textes et je m'en voudrais de m'abaisser à cela, mais si je lis expressément le programme du président Macron, son programme, il est écrit, et je le cite, « Nous construirons 15 000 places de prison ». Nous construirons 15 000 places de prison. C'est absolument ce qui est écrit dans le programme présidentiel qui figure ni plus ni moins que ce que je vous dis là. Ni plus ni moins. Il n'est pas précisé de date. En revanche, non, messieurs les sénateurs et mesdames les sénatrices, eh bien si, parce que la référence, quand on dit « nous construirons 15 000 places de prison », la référence, elle n'est peut-être pas temporelle, elle est par rapport à l'état du nombre de prisons existantes au moment où le président prend ses fonctions. 59 000 et quelques places, je m'engage à ce qu'en 2022, il y ait 7 000 places de plus et 8 000 places lancées, ce qui aboutira bien à un programme de 75 000 places, ce qui correspond aux engagements du président de la République. Monsieur le Président Bas, vous m'interrogez ensuite, ce qui me semble être effectivement une question essentielle, sur la nature des places qui seront construites. Sur les 7 000 places de prison que nous allons livrer d'ici 2022, nous allons construire environ un peu plus autour de 2 000 places dans des structures nouvelles que nous appelons les structures d'accompagnement vers la sortie. Ces structures d'accompagnement vers la sortie, ces SAS, seront des structures forcément à sécurité allégée qui permettront d'accueillir des détenus qui se seront soit en fin de peine, soit des courtes peines pour lesquelles il faut activement préparer une sortie avec une réinsertion si nous voulons éviter de la récidive. Je me suis récemment rendue à Villejuif, par exemple, où existe un SAS très bien inséré dans la structure urbanistique de la ville. On ne se rend pas compte que c'est un établissement pénitentiaire, sécurisé bien sûr à l'intérieur, mais à la structure dans laquelle les détenus, ils sont environ 150, préparent activement leur sortie avec des services publics qui viennent dans cette structure-là pour, aussi bien en termes d'emploi que de logement, que de santé, préparer les détenus à la sortie. Et c'est donc ce type de structure que je souhaite pouvoir développer et implanter dans l'ensemble des villes, généralement, parce que cela suppose des services publics très proches, et donc il faut évidemment que ce soit dans des
lieux plutôt urbanisés. Ce sont 2000 places que je souhaite ainsi pouvoir construire dans des structures environ de 180 places, 150 à 180 places. Donc 2000 places dans les structures d'accompagnement vers la sortie. Il y aura également des centres pénitentiaires nous allons également construire des centres pénitentiaires avec des régimes d'accueil diversifiés, puisque dans les centres pénitentiaires tels que je les conçois, je suis partie de l'idée qu'il nous faut pouvoir accueillir des détenus ou des prévenus qui sont dans des situations différentes, soit des gens à forte dangerosité, soit à faible dangerosité, des gens que nous pouvons accueillir sous des régimes dits de confiance, c'est-à-dire des régimes avec un peu plus d'activité et de liberté de circulation dans la journée, ou dans l'établissement pénitentiaire, bien entendu, ou bien des régimes plus stricts en fonction de la nature de la peine, de la personnalité des détenus et du type de peine qu'ils ont à accomplir. Donc nous allons construire près de 1000 places dans ces centres pénitentiaires jusqu'en 2022. Et puis, nous avons également besoin, dans ces centres pénitentiaires à régime diversifié, et puis nous avons également besoin de maisons d'arrêt, car c'est évidemment là que nous devons également faire un effort extrêmement important, là encore d'ici 2022. Donc cette diversification des structures entre maisons d'arrêt, centres pénitentiaires à régime diversifié, structures d'accompagnement vers la sortie, nous permet d'accueillir les détenus selon des modalités très différenciées. Je ne précise pas, mais vous savez que c'est un point majeur, que dans chaque établissement pénitentiaire, nous allons faire un très gros effort en faveur de l'activité des détenus. Activité en termes de formation, mais également en termes de travail. Et j'ai commencé à nouer un dialogue avec ma collègue Muriel Pénicaud pour pouvoir, dans le cadre des plans d'investissement des compétences, développer des appels d'offres pour que des entreprises nous apportent leur appui, plus qu'elles ne le font actuellement, afin de pouvoir développer du travail en détention. C'est un vecteur clé de la réinsertion des détenus. Les établissements pénitentiaires que nous construirons prévoiront tous ces espaces de travail. J'espère ainsi, aussi en prenant en compte le travail, je ne parle pas ici de la santé, je pourrais vous en parler si vous le souhaitez, le travail, la santé, des places diversifiées, des structures différenciées, j'espère ainsi avoir une gamme d'établissements pénitentiaires qui nous permettra d'accueillir les personnes condamnées en fonction de la nature de leur peine, de leur dangerosité, de leur parcours et de l'étape, du point d'étape dans lequel ils sont dans la durée de ce parcours. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais vous répondre. Monsieur Capu a demandé la parole. Oui, dans le prolongement de cette discussion, il me semble que ce qui importe, ça n'est pas l'exégèse du programme d'Emmanuel Macron, de savoir si les places seront livrées pour 2022 ou commencées. Ce qui est important pour les territoires, je pense notamment au territoire d'Angers, dont la prison date de 1856. C'est le fait de savoir que les travaux seront lancés avant 2022. Et c'est la même chose pour l'ensemble des territoires dans lesquels les travaux vont être engagés avant 2022, pour une raison très simple. C'est que de toute façon, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, pardon, monsieur le président de la commission des lois, de toute façon, il faut 4, 5, voire 6 ans pour réaliser une prison. De telle sorte que, de toute façon, les endroits où les prisons n'ont pas été commencées ne peuvent pas matériellement être livrés avant 2022. Donc l'engagement qui est pris par le ministère, et je l'ai entendu, puisque effectivement, Madame la garde des Sceaux a pris le soin d'appeler chaque élu individuellement préalablement. L'engagement qui est important pour les élus locaux, c'est le fait que les 15 000 places soient bien soit livrées, soit commencées pour 2022, puisque très honnêtement, quand on a une prison qui date de 1856 comme celle d'Angers, attendre 1 ou 2 ans de plus, ce qui est important, c'est que l'engagement soit tenu et que la prison soit livrée en 2024, par exemple. Demandé la parole.
Madame la ministre, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous faites pour vider les prisons plutôt que de construire des prisons. Vous savez bien que dans d'autres pays comme la Hollande, les prisons ont été vidées. Aujourd'hui, la question, c'est de trouver des solutions pour avoir moins de détenus plutôt que de construire de nouvelles prisons. D'autres pays européens ne suivent pas le même chemin que nous. Peut-être qu'il est temps d'y penser. Merci. Monsieur Sueur a demandé la parole. Oui, merci. Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, mes chers collègues, moi, si vous voulez, cette discussion sur le temps m'intéresse forcément. Mais enfin, Madame la Ministre, nous avons compris que vous avez intégré dans le futur simple de l'indicatif ce qu'on appelle l'incoatif. Vous voyez, c'est-à-dire que à la fin du quinquennat, il y aura des constructions qui seront en train de commencer au mieux. C'est ça. C'est-à-dire que le mouvement sera en train de s'opérer. Oui, mais il y en a 8000 qui seront dans cet état que j'appelle incoatif. Vous voyez, c'est en train de commencer à se faire. Mais c'est une chose. Mais moi, je vais vous dire, Madame le garde des Sceaux, ce qui me paraît très important dans ce que vous avez dit, c'est la volonté de faire des prisons qui soient diversifiées. Et en particulier, Madame le garde des Sceaux, de prévoir des locaux spéciaux, des bâtiments spéciaux pour préparer la sortie. C'est très important. Pendant longtemps, on a fait finalement des places de prison indifférenciées. Et c'était une profonde erreur. Il faut qu'à toutes les étapes, il y ait un bâti adapté. C'est pourquoi l'architecture des prisons est quelque chose de très important. C'est pourquoi on a pu voir aussi les déconvenues entraînées par certains partenariats publics-privés où on s'est rendu compte qu'on a construit des prisons selon des modèles standards sans toujours réfléchir ne serait-ce qu'avec les personnels pénitentiaires. Et puis, pour reprendre quelque chose qu'a dit Madame Benbassa, je crois qu'il n'y a de sens à construire des prisons que pour faire que les personnes détenues soient détenues dans de meilleures conditions et que, par conséquent, il y en ait moins, parce qu'il y aura moins de prévenus en prison et parce que l'on aura effectivement réussi à développer les peines alternatives à la détention. Donc je crois qu'il y a là des perspectives claires et moi je dois saluer le fait qu'à un discours qui consistait à dire aux gens plus il y aura de prison, plus vous serez en sécurité, vous développez un discours qui consiste à viser davantage le qualitatif et non pas le chiffre, de telle manière qu'il y ait des peines adaptées dont lorsque c'est nécessaire la détention et la détention dans de bonnes conditions. Madame la Ministre. Merci de me donner à nouveau la parole, Monsieur le Président. Je voudrais dire à Monsieur le Sénateur à propos de la prison d'Angers que effectivement j'ai eu personnellement au téléphone un certain nombre d'élus. Je me suis engagée effectivement à mettre en mouvement la construction de ce nouvel établissement pénitentiaire à Angers. Et vous savez, Monsieur le Sénateur, que nous avons déjà le terrain et que c'est évidemment un engagement que j'ai pris avec Monsieur le maire, et ça vaut pour l'ensemble du territoire, que bien entendu de construire cet établissement dans un délai qui sera effectivement après 2022, mais nous avons la certitude avec le terrain, la construction d'un établissement de 400 places, que nous aurons bien cet établissement à Angers et que cela permettra effectivement de quitter cet établissement qui, je crois, est classé pour partie de centre-ville et de créer peut-être de nouveaux paysages urbains. À Madame la sénatrice Benbassa, je partage votre souhait. Je veux précisément désengorger nos prisons. Je souhaite que nous puissions lutter contre la surpopulation carcérale. Mais je ne souhaite pas que ce soit un objectif premier.
je souhaite que la diminution de la population carcérale résulte de la politique des peines que nous avons construite et que j'aurais aimé que vous votiez. C'est bien parce que la politique des peines que je propose tend à diminuer le nombre de courtes peines d'emprisonnement que j'espère pouvoir en conséquence avoir moins de détenus en prison. Je vous le disais tout à l'heure, 90 000 peines par an sont prononcées de moins de 6 mois. C'est là que l'on trouve la majeure partie de nos personnes qui sont détenues, là et dans la détention provisoire. Donc il faut vraiment que nous agissions là-dessus. C'est l'objet du projet de loi que je porte. La conséquence devrait en sera la diminution de la population carcérale. Donc ce que nous faisons, ce n'est pas pour continuer le dialogue, ce n'est pas que du capacitaire, c'est aussi du qualitatif. Si nous construisons 15 000 places, ce n'est pas que pour ouvrir de nouvelles places, c'est aussi évidemment pour faire en sorte que l'on puisse conduire dans les établissements plus d'activités, donc plus de réinsertion, aller vers l'encellulement individuel et donc avoir une meilleure condition de vie pour les détenus. C'est cet ensemble de politiques que je porte et c'est évidemment cela qui est pour moi essentiel. Et monsieur le sénateur Sueur, évidemment, ce que je vise, c'est de la détention dans les meilleures conditions. Et c'est aussi la raison pour laquelle je ne propose pas que des peines alternatives à la prison, mais aussi des peines autonomes qui seront sans lien avec la prison. Madame la ministre, mes chers collègues, il est bientôt minuit. Je vous propose de prolonger un peu notre séance, d'achever l'article 55 et les 2 amendements portant article additionnel 51, après l'article 51, à la seule condition, bien évidemment, de ne pas dépasser minuit 30. S'il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. Alors, nous en venons à l'amendement 41 rectifié. Madame Assassi. Eh bien, écoutez, il est retiré. L'amendement numéro 201 du gouvernement, Madame la ministre. Oui. Justement, en lien direct avec ce dont nous venons de parler, je vous propose un amendement qui vise à rétablir des dispositions qui ont été supprimées par la commission des lois et qui concernent le recours à une disposition, la procédure d'expropriation en extrême urgence, qui nous permet d'accélérer la construction des établissements pénitentiaires parce que, vous le savez, le temps est long. Et donc, ce programme que j'ai présenté brièvement de 15 000 places avec un parc diversifié nécessite, pour éviter tout glissement calendaire, d'autoriser le recours à la procédure d'expropriation en extrême urgence si cela s'avérait nécessaire. Le recours à cette procédure, vous le savez, est très encadré puisque l'administration ne peut y avoir recours que lorsque la procédure normale est largement avancée et qu'apparaissent des difficultés tout à fait localisées qui sont susceptibles de retarder l'exécution. Les mesures portées par l'article 51, dont celles-ci, sont, me semble-t-il, indispensables pour disposer, dans les délais que nous nous sommes fixés, des établissements pénitentiaires dont nous avons besoin. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, c'est un avis défavorable à cet amendement, non pas sur le fond du dispositif, sur lequel nous partageons à la fois les objectifs et les éléments nouveaux qui ont été introduits dans le texte, mais sur un point, nous sommes en désaccord, c'est la notion d'extrême urgence qui s'appliquerait à des bâtiments ou des bâtis évidemment construits et puis de surcroît probablement occupés. Et que de ce point de vue-là, on ne connaît pas les conditions exactes dans lesquelles les occupants potentiels seraient indemnisés, expulsés, expropriés. Et on a un droit exceptionnel qui est en train de se mettre en place dans ce texte, un droit d'expulsion qu'on veut connaître. Il est clair que si nous avions eu peut-être les éléments d'information concernant les lieux de construction de l'ensemble de ces projets, cela aurait sans doute facilité les choses. Je termine simplement sans polémique aucune. Moi j'ai un regret, je vous le dis rapidement. Nous avons, à l'occasion des auditions, demandé aux services compétents quel était le programme de construction des nouvelles prisons, maisons d'arrêt ou tout autre dispositif utile, et qu'ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas ou qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne pouvaient pas nous le dire, ils n'avaient pas encore tous les éléments, dont acte. Mais je dis très sincèrement que nous sommes avec un texte qui est en cours devant la Haute Assemblée en première lecture, avec un budget important consacré à l'action pénitentiaire,
Nous aurions aimé, Madame le Ministre, de façon simple, être informés, au même titre que les élus locaux que vous avez informés, de vos projets, des lieux dans lesquels d'implantation, pour en apprécier la réalité et nous-mêmes ne pas discuter totalement dans le vide. Et puis je me permets simplement de terminer mon propos. La technologie est merveilleuse parce qu'elle permet de retrouver les documents de campagne des uns et des autres et que l'engagement du Président de la République, c'est un fait, était bien de 15 000 places de prison pendant le quinquennat. C'est écrit noir sur blanc sur un document. Dont acte. Ce ne sera pas le cas, mais c'est aussi la réalité. Ça purge le débat qu'il y a eu tout à l'heure. Merci. Avis défavorable. Monsieur Bigot a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Sans prolonger les débats, je ne peux que partager ce que vient de dire notre rapporteur. Il est déplorable, Madame la garde des Sceaux, que, alors que nous parlons de la peine, de sa manière d'être exécutée, des lieux de détention, vous nous dites simplement qu'à l'occasion de l'inauguration d'un établissement, vous allez dans 2 jours annoncer à tout le monde ce que vous allez faire sans nous l'annoncer à nous dans le cadre de ce débat. Je pense que démocratiquement, ce n'est pas sain. Et quand vous dites que vous avez prévenu les élus locaux, permettez-moi de dire simplement, pour l'expérience que j'en ai sur l'agglomération strasbourgeoise, qu'au jour d'aujourd'hui, vos services, je ne vous en fais pas le reproche à vous personnellement, ont simplement géolocalisé des lieux et que le débat et la stratégie avec les collectivités locales n'est pas en place. Donc ce qui me paraît évident, c'est que je connais quelles sont les contraintes. Pour qu'on puisse mettre un centre de détention, il faut qu'il soit accessible, de préférence en transport en commun, pour permettre facilement aux familles de rendre visite, parce que le contact avec l'extérieur est un point important, et que les centres de détention trop isolés, ce n'est pas la solution, et que par ailleurs, il faut qu'il soit aussi accessible de réseaux routiers relativement aisés pour permettre les transferts de manière la plus sécurisée possible. Tout cela suppose une négociation locale, mais l'administration centrale n'est pas du tout dans cette démarche-là et c'est dommageable. Donc vraiment, à tout point de vue, si vous voulez réussir sur votre plan, il faut aussi convaincre les élus locaux. Certains vous disent on a envie qu'il y en ait et puis vous dites non, et d'autres sont prêts à vous accompagner, pas tous, mais encore faut-il pouvoir les associer au projet, ce qui n'est pas nécessairement fait. Et le fait que vous ne nous ayons pas donné les informations sur votre stratégie, si ce n'est en demi-teinte ce soir, prouve bien qu'on n'est pas dans le débat qui est nécessaire si on veut se sortir de cette situation compliquée depuis des années. Alors revenons-en à l'objet de l'amendement et ce droit de préemption. Je peux mettre au voie l'amendement avec un avis défavorable de la Commission. Qui vote pour ? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je peux mettre aux voix l'article 51. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Article additionnel après l'article 51. L'amendement 65 rectifié ter sera présenté par Madame Di Folco. Merci, Monsieur le Président. Je vais peut-être présenter les 2 amendements l'un après l'autre. Merci. Là, on va parler de ce qui se passe dans les prisons réellement construites. Cet amendement 65 organise l'isolement électronique des détenus. En effet, les auteurs de cet amendement pensent qu'il est grand temps de donner une base légale à l'interdiction d'utiliser un téléphone portable ou autre mode de communication. Et le second amendement, le 64 rectifié bis, prévoit la réalisation de palpations systématiques des visiteurs afin d'éviter l'introduction en prison d'objets ou de substances illicites retrouvés trop fréquemment dans les cellules des détenus. Je vous remercie. Alors, mes chers collègues, attendez, monsieur le rapporteur, on me dit que sur l'article 51, j'aurais dit que l'article n'était pas adopté. Bien évidemment, il est adopté. Personne n'avait relevé, ça m'inquiète. Alors, si ce n'est la séance. Alors, on en revient à l'amendement 65 rectifié. Ter, monsieur le rapporteur. Oui, la commission des lois a émis un avis favorable sur le 65 rectifié ter et sur le suivant, la commission avait demandé des corrections, enfin qu'il soit rectifié, il l'a été, en conséquence de quoi l'avis est également favorable. 2 avis favorables. Madame la ministre, sur ces amendements.
Monsieur le Président, Madame la sénatrice, si je partage l'objectif de votre amendement numéro 65, j'émets en revanche un avis défavorable, puisque la lutte contre les téléphones portables en prison est pour nous une priorité. Je ne reprends pas ce que nous faisons. Nous avons passé un nouveau marché de brouilleurs très efficace qui est en train d'être déployé. Nous prenons vraiment des dispositions extrêmement drastiques. Pour autant, cela relève du niveau réglementaire et pas du niveau législatif, et c'est la raison pour laquelle je ne peux accéder à votre amendement. Votre second amendement, qui est le numéro 64 et qui porte sur la fouille systématique des visiteurs et des détenus, pose davantage de difficultés. C'est bien ça, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Pose davantage de difficultés puisque c'est contraire, la fouille systématique, aux engagements conventionnels de la France et notamment à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Toutefois, dans le cadre qui est laissé, qui est rendu possible aussi bien par nos exigences constitutionnelles que conventionnelles, nous avons aujourd'hui des dispositions existantes. Un certain nombre d'acteurs du monde pénitentiaire ont fait part de leur volonté de pouvoir élargir cette possibilité de faire des fouilles. Nous avons confié une mission à des parlementaires, à des députés qui m'ont rendu un rapport la semaine dernière que nous sommes en train d'étudier pour voir si nous pouvons faire évoluer la législation telle qu'elle figure aujourd'hui dans nos dispositions. Pour autant, ça ne pourra pas être une fouille systématique parce que cela, c'est interdit par les textes conventionnels et constitutionnels. Donc c'est un avis défavorable. Deux avis défavorables donc. Alors sur le premier amendement, le 65 rectifié terre, pas de demande d'explication de vote, un avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Sur le second amendement, le 64 rectifié terre, favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Voilà pour les débats des sénateurs hier autour du projet de loi justice. Vous l'avez vu, les sénateurs ont notamment discuté avec la ministre du nombre de places de prison à construire et ont fait part du manque d'établissements pénitentiaires dans chacun de leurs territoires. Vous l'avez vu, eh bien, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a dit qu'il y aurait des annonces, mais des annonces dans un plan pénitentiaire qui va être annoncé a priori demain. Les sénateurs ont d'ailleurs déploré qu'elle ne réserve pas ces annonces pour le débat dans l'hémicycle. Je vous précise bien que les débats autour du projet de loi justice vont se poursuivre encore aujourd'hui. Au menu, il va encore y avoir un article important en discussion, l'article 53, qui porte, lui, sur la fusion des tribunaux de grande instance avec les tribunaux d'instance. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.